Bonjour à tous et à toutes. Vidéo aujourd'hui, je reçois pas mal de questions qui reviennent tout le temps de la part de mes abonnés qui me contactent via WhatsApp ou sur des messages privés et j'ai une série de cinq six questions qui sont tout le temps les mêmes. Et comme là, je veux pas trop faire des vidéos de balade entre les îles de la société puisque ça ne rime à rien. Je préfère un petit peu vous donner des réponses à des questions que vous avez et que le plus grand nombre en profite. Tout ça, ça a été bien entendu traité hein, sur les vidéos techniques. Je le répète, j'arrête pas de le répéter. Prenez-les, ces vidéos techniques, ça ne saurait durer longtemps. Donc, on me pose souvent la question de l'importance du tir en dos, alors, le mètre beau, le nombre de cabines sur le choix d'un bateau, une barre ou deux barres, la quantité de chaînes, ça c'est une question qui revient souvent. Mât sur enrouleur ou pas, ça c'est aussi une question qui revient souvent. Et après des questions un peu, comment dirais-je, de confort. Souvent on me demande est-ce que l'eau chaude est nécessaire, est-ce qu'il faut une commande de guindeau à l'avant, pas à l'avant. Donc je vais essayer de revenir là-dessus. Le tir en dos. Le tir en dos, alors c'est vrai, c'est une question qui est assez intéressante. Euh, Moi, qui est ailette, pas ailette, vous voyez ce que je veux dire, qui est longue, toutes ces questions-là, bon déjà le bateau il est de, de conception, il est fait avec une quille, elle a peut-être changée par le propriétaire qui l'avait avant, mais quand vous allez arriver dessus, il est comme il est. Moi, ça n'a jamais été un élément de prise de décision, que ce soit une quille longue ou que ce soit une quille à ailette ou que ce soit une quille normale. Il faut savoir que les quilles longues, c'est plus compliqué en marche arrière pour manœuvrer votre bateau, puisqu'il faut qu'il ait de l'air. Le safran a moins d'impact, donc c'est moins évident pour le mettre dans des marinas, des choses comme ça. Par contre, c'est des bateaux qui tiennent beaucoup mieux la mer au portant, donc vous voyez, ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, tirant d'eau, pour avoir été dans pas mal d'endroits de la planète et pour toujours y être aujourd'hui, donc moi j'ai eu je pense le plus long, c'était le Swan qui devait faire 2,30. Un Swan 90, je crois, 2,30 ou 2,50, je ne me rappelle pas. Euh, bon, sur des unités comme ça, c'est pas très important parce qu'on mouille rarement près. Mais sur les petites unités que j'ai eues, moi, ma limite serait 2 mètres. Je vous explique pourquoi 2 mètres. Parce que dans les Bahamas, si vous allez faire un tour dans les Bahamas et vous baladez sur Georgetown et tout ce coin-là, il y a beaucoup d'endroits de canaux où vous êtes pas mal avec 1,80 m. Donc au-delà de ça, vous allez commencer à, il y a 2 mètres d'eau, 2 mètres 10 d'eau. Moi, ça m'est arrivé de nuit d'avoir, c'était sol à l'époque, posé sur légèrement, sentir que je touchais la quille. Donc me réveiller, remonter l'ancre, aller mouiller 30 mètres plus loin parce qu'il y avait un petit trou. Et tu navigues en marée haute dans ces chenaux. Donc vraiment, 2 mètres, ce serait ma limite. C'est vrai que quand on est aux alentours d'un mètre 80, on est bien. Celui-là fait 1,70 m, donc forcément c'est le pied. Mais voilà, 1,80 m, 1,70 m, 2 mètres grand max. J'irai pas trop au-delà de ça. Euh, c'est vrai que moi je mets toujours un pied de pilote hein, sur mon électronique, c'est-à-dire que je, la lecture que je fais, elle est sous la quille. Donc quand je lis 2 mètres à mon sondeur, c'est qu'il me reste 2 mètres sous la quille. C'est pas 2 mètres de profondeur d'eau. Je prends pas l'eau au niveau de la ligne de flottaison, ça serait facilement dans l'appareil. Et faites attention, je vous rappelle que quand vous faites ça, il faut rajouter donc si là, moi, il manque 1,70 m, donc grosso modo 2 mètres. Quand je mouille dans 4 mètres d'eau, ça veut dire qu'il y a 6 mètres en fait. Donc si je mets 3 fois la longueur ou 5 fois la longueur, je ne pars pas sur 4 fois 3, mais sur 6 fois 3. Je rajoute cette hauteur. Pensez-y. Mais voilà, donc 1 mètre 80, 2 mètres, pour moi, ce serait quelque chose d'idéal. Au-delà, ça dépend de votre programme, c'est pas rédhibitoire, mais ça va faire des bateaux qui marcheront bien mieux au près. Mais c'est vrai que dans les mouillages, souvent pour éviter le clapot et tout, on vient mouiller assez près. Le mètre beau. Alors là, le mètre beau, c'est la largeur du bateau à l'endroit son plus large. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui a énormément d'importance. C'est quelque chose que moi, c'est un des deux critères que je fais sur la lecture
des données techniques du bateau avant de lire l'équipement et ce que le propriétaire en propose. Je reviens toujours pour regarder les docs constructeurs. Vous avez ça sur un Elax, enfin, vous avez toutes les données sur un excellent site qui s'appelle Sailboat Data. Vous tapez le nom du bateau, Sailboat Data, vous avez ça. Et je regarde énormément, moi, deux choses. La longueur de la ligne de flottaison, parce que ça, c'est ce qui détermine la vitesse du bateau. Et je regarde le mètre beau. Parce que le mètre beau, ça détermine sa largeur. Sa largeur, ça va déterminer comment il va vivre dans la vague, comment il va se coucher, comment il va se comporter au mouillage. Et aussi l'espace de vie. Parce qu'un bateau qui fait 3,40 m de largeur et un bateau qui fait 4,40 m de largeur, 1 mètre sur la largeur, je peux vous assurer que c'est plus le même bateau. Donc ça, j'y fais extrêmement attention. C'est vrai que moi, j'aime les bateaux très larges. 4 mètres, ça commence à devenir intéressant. Nombre de cabines. Alors là, on revient souvent vers moi, Steph, un 3 cabines, un 4 cabines, qu'est-ce que tu en penses, etc. etc. Déjà, ça dépend de avec qui vous allez naviguer. 2 cabines, moi je trouve ça relativement short pour la bonne et simple raison que, comme je le dis, c'est bien de prendre un ou deux équipiers, de partager sa passion quand on fait des longues traversées, des choses comme ça. Et c'est bien de pouvoir loger tu vois, deux, trois personnes et d'avoir 2 cabines supplémentaires que la sienne. Donc moi j'estime que 3 c'est le minimum. Après, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose, mais 3 cabines, voilà, t'es bien. Tu as une cabine supplémentaire pour un équipier et une deuxième, c'est un deuxième équipier ou une équipière. Parce qu'il faut savoir qu'en grande traversée, de dormir à deux dans une cabine, on se roule dessus la nuit, c'est pas évident. Donc voilà, et souvent, je préconise 4 parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il y a une des cabines qui finit en rangement. Voilà, ça finit en range tout, et donc tu perds une cabine ou tu la transformes en atelier ou quelque chose comme ça. Donc, voilà mon input là-dessus. Alors, une barre ou 2 barres j'ai eu les deux. Le fait d'avoir qu'une seule barre, ça simplifie le système de poulie qui va jusqu'à ton safran, les renvois, la tâche de ton pilote, etc. Parce que là, quand tu as 2 barres, elles sont connectées entre elles avec des câbles, ça va sur une tige, etc. Donc c'est beaucoup plus le bordel. Plus c'est simple, mieux c'est. Mais il est évident que quand tu as 2 barres, quand tu veux barrer ou quand tu veux tout simplement venir accoster un ponton, tu peux prendre, alors là, si tu as 2 barres, il faut qu'il y ait double système de commande, sinon c'est un peu le bordel. Tu peux prendre la barre du côté où tu vas te mettre le long du quai. Donc là, forcément, tu as une bien meilleure vue qu'en étant dans le centre du bateau. Mais si tu as ta commande moteur qui est de l'autre côté, tu es comme un con parce que tu es sur cette barre-là, mais il faut aller là-bas pour aller diminuer les gaz. Il y a rarement double commande de gaz, donc souvent on apponte toujours du même côté. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus haut, on y voit mieux. Et quand on est en nave, le fait d'être sur la partie haute quand vous barrez, c'est une bonne chose. Encore une fois, si vous avez 2 barres, ça veut dire qu'il faut que vous ayez l'indicateur de vent qui soit visible sur les 2 barres, des choses comme ça. C'est pour ça que moi j'ai mis l'indicateur de vent au milieu. Donc les deux sont bien. La seule chose qu'il y a, c'est que quand vous avez 2 barres, pensez-y, il faut les indicateurs de vent, les indicateurs de profondeur, etc. Ou d'une façon où ils soient visibles des 2 barres, ou qu'il y ait un renvoi des appareillages. Et après, le problème, c'est la manette des gaz, où vous allez toujours apponter côté bâbord ou côté tribord, parce que moi, sur celui-là, j'ai la manette des gaz qui est sur tribord. Donc, c'est vrai que quand je dois aller me mettre, je favorise de me mettre côté tribord, c'est beaucoup plus facile pour moi, et c'est vrai que là, je suis le long du quai, j'y vois beaucoup mieux. Voilà, hein, ça vous donne. Je ne suis pas tranché là-dessus. Avec de l'habitude, garer un bateau, ça se fait assez facilement. Quantité de chaînes. Alors là, moi, je ne mouille pratiquement jamais dans plus de 10 mètres d'eau. C'est une règle personnelle que je me suis donnée, sauf cas de force majeure. Donc, quand tu mouilles dans 10 mètres d'eau, si tu dois, on l'avait fait d'ailleurs le long du Cap Vert à Saint-Nicolas, là on avait pris un gros coup de vent en 40 nœuds avec Gilles quand on était remonté, et on avait mouillé dans 10 ou 11 mètres d'eau. Tu as vite fait, et soufflé 40 nœuds, il y avait des grosses rafales, donc tu as vite fait de sortir 60 mètres de chaîne, parce que tu mets 5 fois la longueur pour être sûr. Et donc,
60 mètres de chaîne pour moi c'est le minimum. Voilà, 40 mètres c'est sûr que c'est pas assez, 50 t'es vraiment t'es au bout, tu vois, tu n'as plus de chaîne dans le davier quand as tout mis. Donc moi sur celui-là j'ai 60 mètres de chaîne. J'ai jamais mouillé dans plus de pareil voilà, 6 mètres, 8 mètres grand maximum, c'est ce que je mets. Donc, et je mets entre 3 et 5 fois la longueur en moyenne du niveau d'eau. Donc pour moi, 60 mètres de chaîne, c'est le minimum. Main sur enrouleur. Alors pour avoir eu plusieurs expériences, puisque l'Oyster sur lequel j'étais, Blue Horizon of London avait un mât sur enrouleur, et puis vous savez que Libre avait un mât sur enrouleur. Euh, donc déjà, il faut faire hyper gaffe au fait que la GB se coince sur les mâts sur enrouleur. Vous avez tout un tas de gars qui font des vidéos sur comment décoincer une GB sur un mât sur enrouleur, ce qui veut dire que ça arrive. Et on n'est pas meilleur que les autres. Si ça arrive aux autres, ça va sûrement nous arriver un jour. Donc ça, c'est la grosse baise. Il faut quand même le savoir. C'est vraiment la chose à laquelle il faut se méfier sur les mâts sur enrouleur, c'est ça. Par contre, l'un des gros avantages, c'est sûr que tu es au portant de nuit, il y a un grain qui arrive, voilà. Tu éclaires la GV avec une lampe, tu demandes à ton collègue d'éclairer la GV, tu te mets aux commandes, clac clac, tu rentres un tiers de ta GV, tu as pris ton riz, tu n'as pas bougé d'allure, et en avant Guingamp, le grain est passé, hop, je relâche et je suis reparti. Aller faire la même sur une grand voile normale, ça demande un peu plus d'exercice. Il faut aller à l'avant, il faut tomber le riz, ça devient très vite. Voilà, il vaut mieux avoir des renvois tout au cockpit, mais même avec des renvois tout au cockpit, moi sur la mienne, il y a quand même un moment donné, il y a un bout à les mettre dans un crochet, donc il faut que tu ailles au pied du mât. Donc, les voiles sur enrouleur, elles n'ont pas un beau galbe, elles font un prêt très mauvais. Je les aime pas trop à cause de ça, mais c'est quand même un confort en équipage réduit qui est extraordinaire. Euh, Après, voilà, quand on navigue au portant, moi, le nombre de fois où j'ai pris des riz de nuit, si je fais le calcul sur le nombre de fois où les centaines et les centaines et les centaines de naves de nuit que j'ai faites en navigation, hein, voilà, ça n'arrive pas non plus tous les matins. Donc c'est un mal pour un bien. Moi je suis pas trop mât sur enrouleur, j'aime pas trop ça. Je préfère les full bottom. Bon, c'est mon choix personnel. Et après, alors commande de guindeau. Vous avez peut-être vu là sur ici on a acheté ces commandes de treuil sur Amazon à 10 balles là que tu montes sur le solénoïde à l'avant. C'est vrai que c'est hyper pratique de pouvoir commander son guindeau de n'importe où sur le bateau en étant en voilà, ça passe avec c'est du sans fil. Et pour 10 balles, je recommande vraiment de vous mettre ça sur les bateaux, ça ne coûte rien, ça marche très bien. La commande à l'avant, il y a toujours un problème avec le connectique. Si c'est sur le pont, il prend l'eau. C'est avec beaucoup d'accidents de feu de bateau, c'est des guindeaux qui se mettent en marche tout seuls parce que les connectiques ont pris de l'eau salée. Et puis finalement, ça fait contact, il se met à marcher, il est bloqué, il chauffe parce que ça tire les ampérages et vous avez des problèmes. Là, c'est vrai que cette télécommande, moi, voilà, chaque fois que j'aurai un bateau, je mettrai ça, ça vaut 10 balles. Je mettrai une télécommande. Vous les trouvez sur Amazon, hein, c'est les télécommandes de treuil. Vraiment, allez-y. L'eau chaude, je fais vraiment sans. Moi, je me douche vraiment sans eau chaude. Mais bon, je suis pas un mec du froid. Hein. Vous avez vu, dès que j'ai un bateau en Europe, je me barre pour être au soleil. Les peu de fois où il fait frais, je me mets une casserole d'eau sur le gaz. Je mets la moitié de la casserole d'eau chaude. Alors, 3 minutes, hein, même pas plus. Hein. Dans le pulvérisateur, tu as la moitié du pulvérisateur d'eau chaude, le reste d'eau froide. Ça fait de l'eau tiède. Tu te douches, ça me suffit largement. Je me douche au pulvérisateur, donc je fais pas des douches au tuyau. Et voilà, un pulvérisateur, ça fait 2 litres. Hein, donc tu mets un demi-litre à chauffer dans une bouilloire, ça prend 3 minutes. Les jours où il fait vraiment froid. Pour la vaisselle, etc., c'est pas des choses qui sont hyper importantes pour moi. Voilà. Une des choses, moi, que je trouve aberrante et sur lesquelles on n'a pas trop de choix, c'est le nombre de toilettes. Et 3 dans ce bateau, 3 toilettes, c'est 3 systèmes de toilettes, c'est 3 fois des trous d'entrée d'eau, c'est 3 fois des trous de sortie d'eau, c'est 3 fois un évier avec un trou d'évacuation.
Ça, j'avoue que le nombre de toilettes, si on pouvait avoir le choix, ce serait bien, mais on n'a pas trop le choix. Donc voilà les copains pour ces questions-là. Si vous en avez d'autres, revenez vers moi, je pourrais faire une autre petite vidéo là-dessus. C'était important de revenir sur ce. Voilà, j'ai beaucoup de gens sur les choix de bateaux. J'ai mon pote Titi là, qui est en train de regarder pour acheter un bateau. Il est en train de regarder un Elan 431 et un Bavaria 44. Et voilà, on est sur ces questions-là. Et c'est vrai que le maître beau, la différence, elle est énorme. Ce que je regarde moi aussi énormément, c'est donc j'ai fait une vidéo avant sur les espaces de vie. Je sais pas quand est-ce qu'elle va, enfin les espaces de rangement. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais lorsque vous avez la jupe arrière qui est très longue en descente comme ça et qu'elle vous prend énormément de place, ça vous mange l'espace à l'intérieur du bateau, ça vous mange les cabines. Et ça, je trouve ça dommage. Notamment sur les petites unités, parce que quand tu es sur un 60 pieds qui est 1 mètre à l'arrière, qu'il soit bouffé, tu t'en fiches, il y a de la place. Et quand tu es sur un 42 pieds, qu'ils ont mangé 1 mètre à l'arrière pour faire une jupe qui descend comme ça, avec 2 belles marches, où tu as 2 coffres où tu vas mettre finalement 3 merdes dedans, moi, ça pour moi, c'est rédhibitoire. J'aime bien les arrières qui descendent net et où on a récupéré le maximum de place pour faire des cabines belles à l'arrière. On passe pas beaucoup de temps dans ces cabines, hein, on y fait que dormir, mais quand même, c'est quand même bien d'avoir de la place pour pouvoir dormir, surtout en navigation. Donc moi, je mets quand même beaucoup d'importance à la taille des 2 cabines arrière. Donc voilà pour mes conclusions sur ces questions-là. Prenez le pack vidéo technique, hein, je vous le conseille vraiment, vu le tarif. Je vous dis tranquillement à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que sera la vidéo. Peut-être une vidéo de nav, de balade ici, ou si des gens reviennent avec des questions, je retraiterai des questions. Je sais que pour vous, là, c'est le mois de juin maintenant, donc vous êtes en train d'avoir les beaux jours et recommencer à naviguer. Et il y en a beaucoup qui se posent des questions sur les achats de bateaux et des choses comme ça, donc j'en profite pour vous donner le maximum que je puisse avant que vous ayez acheté quoi que ce soit. Merci, à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao.